Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un vrai monument. Un des livres les plus intimidants, mais aussi les plus importants de toute l'histoire de la philosophie, la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant. Accrochez-vous parce que ce voyage au cœur de la pensée pourrait bien bousculer notre façon de voir le monde. Et tout commence avec une question qui a l'air toute simple. Imaginez un instant. Et si notre esprit n'était pas juste une sorte de caméra qui se contente d'enregistrer passivement le monde qui nous entoure? C'est une idée qu'on prend souvent pour acquise. Et si on poussait l'idée encore plus loin? Et si notre esprit n'était pas une page blanche, mais qu'il participait, qu'il contribuait activement à construire la réalité que l'on perçoit? Si c'est le cas, alors tout change. C'est exactement de là que part Kant. Bon, pour vraiment saisir le génie de Kant, il faut faire un petit retour en arrière. À son époque, la philosophie et surtout la métaphysique, c'était un chaos total. Un vrai champ de bataille où les plus grands esprits s'affrontaient sans jamais avancer d'un pouce. Kant lui-même a cette image très forte pour décrire la situation. La métaphysique, c'était une arène. On y débattait sans fin de Dieu, de l'âme, de la liberté, mais sans jamais parvenir à la moindre certitude. Zéro progrès, juste des disputes qui tournaient en rond. Et pendant que la philosophie pataugeait, que se passait-il à côté? Eh bien, les sciences, elles, explosaient. Des gens comme Newton découvraient des lois universelles, on progressait, on pouvait prédire le monde. D'un côté, le chaos stérile, de l'autre, la certitude et le progrès. Alors Kant s'est demandé, mais pourquoi? Pourquoi ce fossé immense? Et comment la philosophie pourrait-elle, elle aussi, enfin trouver le chemin de la certitude? Face à ce constat, Kant a une intuition géniale. Il se dit « Stop, on fait fausse route ». Le problème, ce n'est peut-être pas de trouver des réponses sur Dieu ou l'âme. Le vrai problème, c'est la connaissance elle-même. Comment est-ce qu'on sait ce que l'on sait? Alors Kant commence par faire un peu de tri. D'abord, il y a ce qu'il appelle les jugements analytiques. Par exemple, tous les célibataires sont non mariés. Bon, c'est 100% certain, c'est vrai par définition, mais en fait on n'apprend rien. C'est juste une répétition. Et puis, de l'autre côté, il y a les jugements synthétiques. Si on dit « le ballon est rouge », là on apprend quelque chose de nouveau. Le mot « ballon » ne contient pas l'idée de rouge. Le souci, c'est que pour savoir ça, il faut avoir vu le ballon. Cette connaissance dépend de l'expérience, elle n'est pas universelle. Et c'est là qu'on arrive à la question qui va tout changer. Kant se demande comment est-ce possible d'avoir des jugements qui sont à la fois synthétiques, qui nous apprennent donc quelque chose de nouveau, et a priori, c'est-à-dire universellement vrais, indépendamment de toute expérience. Comment peut-on savoir des choses nouvelles sur le monde avec une certitude absolue? Prenons un exemple tout simple. 7 plus 5 égale 12. C'est une vérité universelle, nécessaire. On n'a pas eu besoin de vérifier tous les groupes de 7 et 5 objets de l'univers pour le savoir. Pareil pour une loi scientifique, comme tout événement a une cause. On le tient pour vrai, c'est le fondement même de la science. Mais comment peut-on être si sûr? Comment notre esprit peut-il affirmer des choses pareilles qui sont à la fois nouvelles et universelles? C'est ça la grande énigme. Et là, attention, parce que la réponse de Kant, c'est une véritable bombe, une idée si radicale qu'il la compare lui-même à la révolution de Copernic, qui a prouvé que la Terre tournait autour du Soleil et non l'inverse. Kant va faire la même chose, mais pour la connaissance. Son idée de génie, la voici. Et si, depuis des siècles, tout le monde regardait dans la mauvaise direction? Si on arrêtait de se demander comment notre esprit arrive à connaître le monde, et qu'on se demandait plutôt comment le monde se plie aux règles de notre esprit? C'est ça, la révolution copernicienne en philosophie. Avant Kant, on pensait que notre esprit était passif, une sorte de miroir qui reflète les objets du monde. Kant, lui, retourne complètement la table. Il dit « Non, l'esprit n'est pas un miroir, c'est un projecteur. Il impose ses propres structures, ses propres règles à la réalité que l'on perçoit. » L'analogie qui marche super bien pour comprendre ça, c'est celle de l'ordinateur. Les informations brutes qui viennent de nos sens, c'est comme des données en vrac. Notre esprit, lui, c'est le système d'exploitation. Il ne peut pas lire ces données sans les organiser dans des dossiers préinstallés. L'espace, le temps ou le principe de causalité. On ne peut tout simplement pas faire l'expérience du monde autrement. Et là, la solution à notre énigme devient lumineuse. Comment les jugements synthétiques a priori sont-ils possibles? Eh bien, c'est parce qu'ils ne décrivent pas le monde tel qu'il est en soi, mais les règles de fonctionnement de notre propre esprit. On sait avec certitude que tout événement aura une cause, pas parce qu'on a tout observé, mais parce que notre cerveau est câblé pour ne comprendre le monde qu'à travers le filtre de la causalité. Les conséquences de ça, elles sont gigantesques. Kant ne fait pas que justifier la science, il redessine entièrement la carte de ce que l'esprit humain peut connaître, et de ce qui lui sera à jamais inaccessible. C'est comme si on portait tous des lunettes de réalité augmentée qu'on ne pourrait jamais enlever. Le monde qu'on voit à travers ces lunettes, structuré, coloré par elles, c'est le monde des phénomènes. C'est le seul monde qu'on puisse connaître, le monde de la science. Mais le monde tel qu'il est vraiment,
Sans les lunettes, ce que Kant appelle le monde des noumènes, celui-là, on ne peut que le supposer, on ne le connaîtra jamais. Et voilà, on a le diagnostic de Kant sur la crise de la philosophie. Pourquoi la métaphysique était-elle cette fameuse arène de combat? Tout simplement parce qu'elle essayait de faire l'impossible, voir sans ses lunettes. Elle voulait connaître les noumènes, parler avec certitude de Dieu, de l'âme, des choses qui sont par définition hors de portée de notre expérience. Le verdict final de Kant est donc très clair. Les mathématiques, elles sont sauvées parce qu'elles étudient les structures de nos lunettes, l'espace et le temps. La science, sauvée aussi, car elle étudie les lois que notre esprit impose au monde des phénomènes. Et la métaphysique, elle n'est pas détruite, mais transformée. Son nouveau rôle, ce n'est plus de rêver à l'inconnaissable, mais de devenir la gardienne des frontières de notre propre raison. L'idée que Kant nous laisse est absolument vertigineuse. Le monde qu'on appelle objectif est en fait une co-création, un mélange entre une réalité en soi qui nous échappe et les structures de notre propre esprit. Ça ne veut pas dire que le monde n'est pas réel, ça veut dire que notre réalité est profondément humaine. C'est une pensée qui a non seulement posé les bases de la philosophie moderne, mais qui a aussi ouvert la voie aux sciences cognitives et qui, plus de 2 siècles plus tard, n'a rien, mais alors rien perdu de sa puissance.